Je vous parlais tout à l'heure des outils qui sont à l'usage des photographes ou des faiseurs d'images. On va appeler ça des signifiants. C'est-à-dire que pour l'image fixe, la photographie, on en a déjà un sacré paquet. Déjà, le sujet lui-même, le cadre que je vais prendre, le format, vertical ou horizontal, les textes que je vais y mettre, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans, l'éclairage, les formes d'éclairage, les couleurs, noir et blanc, la juxtaposition d'images que je vais utiliser, le grosseur de plan, j'en ai parlé, les signes, le champ ou le hors-champ, est-ce qu'on va chercher ce qui est derrière l'image ou ce qui est simplement, on va montrer que ce qui est signifiant dans l'image. L'angulation, c'est-à-dire est-ce que je suis en plongée où j'écrase mon personnage ou en contre-plongée où je le magnifie. C'est encore la composition, est-ce que je mets à gauche, à droite, au milieu, au centre, enfin, bref, tout ça, ce sont déjà des outils qui vont guider le regard de mon spectateur. Et quand on va parler d'image audiovisuelle, rappelez-vous, l'audiovisuel, c'est 24 ou 25 images fixes par seconde. Donc, on a déjà tous ces éléments-là, tous ces signifiants-là, plus ce qu'on va appeler la notion de plan, donc le montage, ce qu'on a vu tout à l'heure avec la voiture, la notion de mouvement, le sujet qui bouge ou la caméra qui bouge, plus encore la notion de son qui est hyper importante. L'ambiance que je vais accorder, que je vais mettre, avec une voix off ou pas, avec le bruit ou pas, avec une musique stressante ou poétique, peu importe. Tout ça, ce sont des signifiants que le metteur en scène ou caméraman ou photographe a à sa disposition pour orienter la signification qu'il veut transmettre à son récepteur. Donc en fait, quelqu'un qui fait de l'image, il doit être sensible aussi à tout ce que je vous ai raconté, des sélections, donc, au niveau psychologique-social. Les grands conseillers en communication politique savent très bien tout ça, et savent très bien, par exemple, quand ils vont utiliser des éléments de langage, ou ils vont utiliser tel ou tel visuel, ils savent très bien que ça aura plus d'impact que l'autre, etc., etc. Tout ça, quand je parle de signifiant, de signifier, on pourrait appeler ça aussi de la connotation ou de la dénotation. La dénotation, c'est une description objective, froide, neutre, de ce qui se passe à l'écran. Là, par exemple, nous avons une publicité Panzani, des paquets de pâtes, une boîte, un sachet, des tomates, un champignon, le tout sortant d'un filet à demi ouvert dans des teintes jaunes, vertes sur fond rouge. On pourrait dire en plus vertical, etc., avec tel lettrage, etc. Ça, c'est la dénotation. On n'a encore rien interprété là. Par contre, on va sélectionner malgré nous pour pouvoir avoir une interprétation. Vous voyez le filet à provision. Quand est-ce qu'on utilise un filet à provision? À la pêche, oui d'accord, c'est pas du poisson. Mais un filet à provision, c'est pas un filet de pêche. Au marché, qu'est-ce qu'on achète au marché? Des légumes, des produits frais. Produits frais, nous avons une marque Panzani, là, qui vend de l'agro-industriel. C'est pas du tout des produits frais. Ils nous en mettent quelques-uns pour nous guider. Mais en tout cas, inconsciemment, on assimile le produit frais, enfin le filet à provision. Le nom plus la couleur, ça vous fait penser à quoi? Italie. Mais pas l'Italie de Berlusconi ou la mafia, quoi. C'est plutôt l'Italie farniente, la gastronomie, le Dolce Vita, etc., etc. Bref, nous avons une entreprise industrielle française, Panzani, c'est français, qui nous fait croire que ce sont des produits frais italiens. Et ils ne mentent pas, mais nous l'interprétons. Génial, non? Fabuleux. C'est Roland Barthes qui avait fait toute une thèse doctorale là-dessus. Et déjà, il ne faut pas aller trop loin quand on va interpréter. Pour le papa, la chambre est en désordre, pour le gamin, c'est un terrain d'aventure. Aller dire à un enfant, range ta chambre, ça ne veut rien dire. Pour lui, le rangement, l'ordre, ça ne veut rien dire du tout. Je prends un truc dans la vie courante. Je vais interpréter. Vous avez votre chéri ou votre ami qui a 1 heure de retard à votre rendez-vous. Vous ne parvenez pas à la joindre, il ou elle ne vous appelle pas, vous ne savez pas ce qui se passe, vous avez prévu je sais pas, une soirée, restaurant, peu importe, vous avez prévu quelque chose, il ne se passe rien, il n'est pas là. Puis 1 heure après, il arrive le bouche en cœur. Quelles sont les émotions? Comment est-ce que vous l'accueillez? Comment vous l'accueillez? Alors j'ai des étudiantes, les plus virulentes, qui me disent « Ah, là, il gicle. Hein. » Discute pas. C'est-à-dire, on l'accueille tout de suite avec la Kalachnikov.
Et comment il va réagir quand vous l'accueillez comme ça? Parce que vous ne savez pas du tout ce qui s'est passé. En fait, on est auto-centré sur notre émotion, c'est-à-dire que je constate un fait, il est absent. Mes souvenirs peut-être d'abandon, de peur, de manque de confiance en moi, etc., qui vont m'amener à croire à un accident, croire à une tromperie, un mensonge, un abandon, etc., etc. C'est-à-dire que je vais faire parler des émotions avant de pouvoir parler de faits objectifs. Je me construis une image mentale, je vais interpréter et je vais conclure. Il est en train de me tromper. Ou elle est en train de me tromper. Ou alors, au contraire, il a eu un accident. Pas possible. Ça dépend. Les mamans s'inquiètent souvent comme ça. Tout de suite, 10 minutes de retard. Il s'est passé quelque chose. On va imaginer le pire, évidemment. Mais donc, en fait, c'est simplement une fabrication de l'esprit. C'est une image, c'est une représentation. Nous avons tous... Alors, j'ai parlé de filtres, j'ai parlé de lunettes tout à l'heure. Ben, voilà nos filtres. Vous avez un événement qui se passe. Il ou elle arrive en retard. Il y a une émotion, une sensation de peur, de panique, de colère, ou peu importe. Ça peut même être une émotion positive. J'ai pas terminé ce que j'avais à faire, il a du retard, tant mieux. Ça fait du bien. Et au contraire, au lieu de parler de mes besoins, parce que derrière chaque émotion, il y a toujours un besoin. Si je suis en colère, si j'ai peur, c'est que j'ai besoin peut-être de sécurité, de transparence, de confiance, d'exclusivité, de contrôle, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, j'ai un besoin par rapport à la relation que j'ai avec cette personne, mais mon émotion va filtrer tout ça, et je vais réagir immédiatement. Je ne parle pas de mon besoin, je vais parler de mon émotion. Comment est-ce que l'autre va réagir? Surtout si l'émotion, enfin si la réaction est négative. Mais fatalement, elle va réagir négativement aussi. Donc le filtre a ces deux missions, empêcher certaines choses de passer ou laisser passer d'autres choses. Donc il sélectionne. Le tout est d'être conscient, c'est-à-dire être conscient que nous avons des croyances et de nettoyer nos filtres, donc les interprétations et les conclusions. Les conclusions, les généralisations, c'est ce qui nous amène à des croyances, c'est-à-dire des vérités toutes faites. C'est comme ça parce que je l'ai vu. Ici, nous avons, la gazelle s'est fait choper, il y a un P, je crois, par le lion. Les lions sont méchants, les gazelles sont insouciantes, voilà ce qui arrive, mieux rouge, et on arrive à des proverbes. Alors des croyances comme ça, on en a tout plein. Que ce soit, par exemple, tous les hommes sont, ou toutes les femmes sont, etc., etc. Et la plupart du temps, évidemment, c'est dans notre tête. Alors les croyances, elles peuvent être positives. Je suis certain de réussir, je suis certain de séduire, je suis certain que j'ai des qualités et tout ça, ok, je suis fort. Mais la plupart du temps, elles sont négatives. C'est-à-dire ces croyances, j'ai un événement qui est malheureux, qui se produit. Croyance, ça y est, j'ai loupé, encore une fois. Je m'y attendais, je suis nul. Mes pensées, c'est que je n'ai pas la peine d'essayer. Mes émotions vont être de tristesse, éventuellement de colère, de découragement. Quelles vont être mes réactions? Au lieu de penser à mes besoins, soit je vais ne plus postuler pour ne pas échouer, soit carrément je vais m'auto-saboter. Je vais oublier de mettre mon réveil, dire que je vais chercher des preuves. Quelqu'un qui est persuadé que, vous connaissez tous le proverbe, la pseudo-vérité, femme au volant, mort au tournant. Le type qui est persuadé de ça, la première fois qu'il va avoir un accident causé par une femme, il va dire, bah tiens, il n'aura pas vu les 999 autres fois où les femmes conduisent mieux que les hommes. Pareil pour le raciste, qui va voir un fait divers où il y a Mohamed Ben Machin qui se fait arrêter. Ah ben tiens, c'est bien la preuve. Sans voir le contexte social, sans voir les circonstances, sans voir les statistiques globales, etc. C'est-à-dire on va chercher des preuves dans nos propres croyances. Je suis nul, je suis nul en maths, d'ailleurs je vais tout faire, tout à l'heure j'ai loupé l'exercice avec la batte et le bal. C'est bien la preuve. J'ai aucun effort à faire puisque je suis nul. Je suis pas bon là-dedans. Donc je vais tout faire aussi pour m'auto-saboter, pour me prouver que, par exemple, j'ai un problème en informatique, plutôt que chercher mon problème, je vais dire, hé, toi Raphaël, tu t'y connais en informatique, tu veux m'aider? Résultat, je ne vais pas le faire. Et s'il réussit à résoudre mon problème, je vais dire, heureusement que tu étais là, parce que moi, je ne suis pas capable. Donc je vais m'auto-saboter aussi. Et ça nous vient d'où?
Merci les parents, merci l'éducation, merci les professeurs. Ce qu'on appelle en analyse transactionnelle les drivers, ce sont des messages contraignants qui vont nous amener à des croyances négatives, des interprétations de nos images qui sont particulièrement obscures. Prenons par exemple le fait plaisir. Depuis tout petit, on dit « dis bonjour à la dame, embrasse la mémé », etc. Oui, mais tant pis, fais plaisir. Et on va faire plaisir pour être aimé, parce qu'autrement papa et maman sont fâchés, ou en tout cas vont nous regarder avec des gros yeux. Et donc s'ils nous regardent avec des gros yeux, ben, je ne vais pas être aimé. Et j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'être aimé, donc je vais faire plaisir. C'est très bien, ça permet de rendre service, ça permet d'être social, d'être reconnu dans la société. Mais à un certain niveau, est-ce que vous êtes toujours capable de dire non quand on vous demande un service? Surtout quand l'autre utilise des moyens. Hein. Entre cousins, tu pourrais prêter 2000 balles. À la famille, c'est sacré quand même. Tu fais quelque chose samedi prochain? Si j'ai besoin de déménager, tu as un camion. Hein, ça, c'est en plus, on va rentrer là-dedans, mais enfin, c'est le jeu de pouvoir, l'implicite qui rentre là-dedans. Mais donc, fatalement, fais plaisir, ok. Fais des efforts, je l'adore celui-là. Qui n'a jamais vu un bulletin de notes où il n'y avait pas marqué « peut mieux faire ». Quelle que soit la note que vous avez, peut mieux faire. Il y a toujours une erreur quelque part. Alors que papa, maman reçoit le gamin ou la gamine en disant « c'est quoi ce 12 là ?» Tout de suite, c'est comme si vous aviez échoué. Alors en plus, quand on dit « et ton copain, il a eu combien ?» Compétition, comparaison. S'il a eu moins, c'est pas grave. S'il a eu plus, bah, tu aurais pu le faire quand même. Tu aurais pu faire plus. Fais un peu plus d'efforts. Tu es sûr que tu as assez travaillé? Tu es sûr que tu... Alors, le fait des efforts, c'est très bien parce que ça permet aussi d'être opiniâtre, d'être entêté, jusqu'à la réussite. Mais à quel moment est-ce que papa ou maman est content? Quand est-ce qu'ils sont satisfaits? C'est jamais assez. Et nos sociétés basées là-dessus. La croissance éternelle. Toujours plus gagner. Avoir une télé de plus en plus grande, voyager de plus en plus loin. Jusqu'au moment où on leur dit, ben, c'est pas possible. Ah non, moi j'ai besoin de faire ça. Quand j'ai un copain thérapeute qui me disait, quand j'ai fait des efforts devant moi et que je lui dis, vous savez, en 3 séances, votre problème, on pourra le résoudre, le gars, il ne vient plus. Par contre, si je lui dis, pendant 1 an, on va faire un traitement une fois par semaine, là, le mec, il signe tout de suite. Parce qu'il faut absolument faire des efforts pour que ça ait de la valeur. Je convoitais cette fille, elle m'a plu tout de suite, je ne l'ai plus tout de suite. Ça ne va pas durer. Parce que ça n'a pas d'effet, je n'ai pas dû me battre. Sois parfait. C'est principalement aux filles qu'on dit ça, qu'on demande ça. D'être parfaite, hein. Vous devez être des épouses modèles, des amantes modèles, des mamans modèles, des travailleuses modèles, des petites filles modèles. Pardon? C'est sûr que nous sommes. Ah, mais toi, oui. Mais c'est impossible d'être parfait, évidemment. On va chercher la faute. Et la petite faute, effectivement, ben, fais des efforts pour corriger ta faute. Hein, je peux faire, je sais pas, je vous montrerai tout un texte que j'ai écrit. Si vous loupez, si vous parvenez à avoir une faute d'orthographe, je dis, hey, il y a une faute. C'est évident. Dépêche-toi. Depuis tout petit aussi, on nous dit ça. Allez, vite, la soupe est au dodo. Et puis dépêche-toi, tu vas louper le quart. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Quoi, il va redoubler, mais il va perdre 1 an. Il se dépêche pas assez. Par rapport à on ne sait pas quoi, mais en tout cas, il faut toujours aller de plus en plus vite. Et puis le soir fort aussi, là c'est principalement aux garçons. Un garçon, ça pleure pas. Il faut être fort, il faut encaisser, il faut endurer. Et tout ça, ça se mélange évidemment. Pour pouvoir être fort, il faut que je fasse des efforts. Pour pouvoir faire des efforts, il faut que j'obéisse à quelqu'un qui me demande de lui faire plaisir, etc., etc., etc. Bref, on est constamment coincé dans ce genre de choses-là, ce qui nous amène à nos croyances négatives, ce qui fait que nous adorons tout ce qui est émotion négative. Tout ce qui est peur, regardez, il y a eu des tentatives dans un journal des bonnes nouvelles. Ça ne marche pas. Les gens préfèrent aller voir tout ce qui fait peur et tout ce qui leur amène des émotions négatives. J'aime pas tellement le mot négatif non plus, parce que la peur peut être utile, ça peut être positif face à un danger. Mais en général, ça nous mine le moral, quoi, ça nous pompe le truc, quoi. La dérive de tout ça, ce sont tout ce qui est croyances et stéréotypes. Alors que ça, c'est vous, hein. Ah, c'est le français moyen. Et puis ça, c'est l'africain. Pour beaucoup de gens, c'est ça. Parce que, conditionné aussi, parce qu'on a sélectionné. À quoi ça rime cette manie d'étiqueter les autres?
À vrai dire, on ne peut pas s'empêcher, dès la première rencontre, de ranger tout le monde dans un tiroir. Vous n'avez pas 1 heure et demie pour décider de votre comportement face à quelqu'un. Vous devez décider dans l'instant, ça se fait dans la première seconde. Et vous ne pouvez pas traiter toutes les informations en 1 seconde. Donc vous prenez des modèles préexistants puis vous collez les choses dessus. Pour des raisons évidentes de traitement cérébral, cognitif, on catégorise toujours, bien sûr. Enfin, vous catégorisez, je catégorise, je simplifie dans ma tête, je prends des modèles très très simples de choses. Tout le temps, oui, bien sûr. Mais c'est par paresse qu'on le fait? Ah non. Non. De nouveau, il faut imaginer qu'est-ce qui fait qu'on a cette espèce de grosse machinerie à l'intérieur, ce cerveau incroyable. C'est une machine qui doit être efficace. Elle est extrêmement coûteuse. Elle coûte 25 watts. Un quart de notre énergie sert uniquement à alimenter notre cerveau. Or, vous ne pouvez pas gaspiller ce truc-là. Donc, il faut avoir des systèmes, ils ont été mis en place par l'évolution, des systèmes qui rendent cette machine efficace, qui permettent de réagir vite, de travailler vite avec cette machine. Et c'est ça qui a donné la catégorisation. On travaille vite, on travaille moins bien, mais on travaille vite. Et c'est ce qu'il faut sur une machine comme ça, c'est l'exploiter à fond. Et chacun dégaine son cliché. Quand l'un aperçoit une blonde, il pense nunuche. Quand l'autre voit un Africain, il pense dealer. Et quand le troisième croise un efféminé, il pense homo. Un stéréotype qui ne correspond pas à la réalité, c'est le stéréotype « les homosexuels sont efféminés ». Certains homosexuels sont efféminés, absolument, mais beaucoup d'entre eux ne le sont pas. Or, si vous avez tendance à penser, parce qu'on vous l'a dit, parce que culturellement vous êtes dans une chose comme ça, si vous avez tendance à penser que les homosexuels sont efféminés, eh bien, vous allez ne voir que ceux qui sont efféminés. Et ça va renforcer votre stéréotype, et donc vous allez vous glisser de plus en plus loin de la réalité statistique. Et finalement, vous arrivez à quelque chose qui donne prise à un véritable préjugé extrêmement fort, simplement parce que vous avez trié l'information. Et ça affaiblit votre connaissance des homosexuels? Ah, ça affaiblit votre connaissance de la réalité en général. Alors l'homosexualité, c'est un cas, mais imaginez tous les préjugés qu'on a, et qui sont tous en fait ces préjugés faux, qui sont tous en fait des extractions faussées de la réalité. C'est plus la réalité, c'est une façon biaisée d'avoir vu la réalité. Ancré dans notre éducation, nos jugements des systèmes 1 prennent la place et nous amènent vers des stéréotypes et des préjugés. Je vais vite, allez, ça va plus vite. Pourquoi j'irais me remettre en question? Pourquoi j'irais chercher des exceptions à ce que je crois être la vérité? Regardez par exemple dans les publicités les stéréotypes féminins. Vous avez 4 types de femmes qui sont représentées majoritairement. Vous avez la ménagère, pour tout ce qui est électroménager, produits d'entretien, etc. Vous avez la blondasse idiote, le mini automatic for simple driving, donc pour les conductrices simples, pas trop futées. Vous avez la bimbo allumeuse avec son air mutin, j'ai dit mutin avec un M, qu'on trouve surtout dans les magazines féminins, étonnamment. D'ailleurs, c'est bizarre. Et puis vous avez la femme parfaite. La femme parfaite qui ne vieillit pas, qui s'épanouit, qui a toujours un job merveilleux, qui a des enfants merveilleux, qui a un boulot merveilleux, enfin qui a de l'argent, qui a un homme merveilleux, etc., etc. Tout ça, c'est contrexéfique, c'est les salles de sport, c'est Kellogg's, enfin tout ce qui est soi-disant bon pour la santé. Vous avez la même chose pour les hommes. Vous avez Monsieur Muscle, vous avez Monsieur Bricolage, vous avez l'éphèbe, le beau, la statue grecque, le gogol, l'idiot, un peu l'équivalent de la blondasse de tout à l'heure, là, de l'idiote, et puis l'homme parfait, à qui tout réussit aussi, il a un métier merveilleux, il a des gosses, il fait des chiens, enfin bon, il a une famille merveilleuse, etc. Et, ben oui, ce sont que des clichés. Ah ben c'était une pub quand même pour... c'était pour Free. Oui, il jouait le con, quoi. Et puis vous avez aussi, par exemple, à nos âges, nous avons aussi le cliché du retraité qui a une bonne retraite. Je ne sais pas à quel âge il est parti, lui, mais enfin bon. Il voyage en camping-car, il fait des bateaux, enfin des trucs en croisière. Vous avez aussi la vieille qui est éternellement jeune, vraiment, qui est même bébé. Donc, là où l'âge est un avantage. Et puis, enfin, Odette, quoi.
13 874. Et puis vous avez parfois des pubs sexistes sans le savoir. Enfin, moi, celle-là, elle m'a fait un peu choquer. C'était en 2011, l'Éducation nationale recrute 17 000 personnes. Il n'y a rien de sexiste là-dedans. Si ce n'est que Laura a trouvé le poste de ses rêves. Parce que Laura a des rêves. Julien a trouvé un poste à la hauteur de ses ambitions. Parce que Julien a des ambitions. Je n'en dirai pas plus. Ça, c'est des pubs assez récentes. Là, le Forum, c'est le pôle emploi belge. Devenez auxiliaire de ménage, osez réaliser vos rêves. Ça ici, déchets ménagers, à l'aube de la tarification incitative en Dordogne, on est dedans, hein, c'est celle des trois. Merveilleux cette pub quand même. Régime minceur pour vos déchets, etc., etc. Bon, parfois il y a une petite vengeance féministe, etc. Tiens, je vais conclure là-dessus parce que c'est l'heure. Un petit quiz. Ici, est-ce que nous avons affaire à une publicité pour des voitures, du pain, de la lingerie ou un site de rencontre? Ah, du pain. J'ai demandé à ma boulangère si elle avait de belles biches. J'ai failli prendre un pain. Ah, c'est drôle. Qu'est-ce qu'on se marre. Ici, est-ce que nous avons une publicité pour du gel douche, du parfum, un service dépannage ou une salle de sport? Dépannage? Bien joué. Marre de la moisissure, mais dépanneur. Alors, est-ce que c'est un magasin de bonbons, des préservatifs, une entreprise bricolage ou une compagnie aérienne? J'aime succès, et alors? C'est élégant, c'est pas? Maillot de bain, magasin, autobronzant, entreprise de piscine. Et non, c'est Galerie Lafayette. Je ne sais pas si c'est un critère de recrutement, mais c'est en tout cas ça. Ah, celle-là est merveilleuse. Est-ce que c'est une boutique en ligne, une boucherie, un garage automobile, une entreprise de ramonage? Retrouvez les meilleurs plans crus près de chez vous. J'ai une pensée pour cette malheureuse jeune fille qui a répondu à une annonce pour être mannequin dans une publicité. On lui a mis une pièce de bœuf sur l'épaule. Et puis on va conclure avec cette jeune femme-là. Est-ce que c'est un catalogue de vêtements, une auto-école, des bijoux ou un restaurant? Non, elle est terrible à deux titres. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau quand il tape son code. Donc le mec, c'est une pompe à fric, et elle, fatalement, elle est vénale, hein, automatiquement. Je conclurai avec, j'ai remis tout ce qui est, tout le contenu de cette conférence, avec en plus de détails un peu plus définis. J'ai fait un petit fascicule que je vous propose d'en bas, si vous voulez. Merci pour votre écoute.